Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a procédé à l'installation de plusieurs conseillers au niveau de la présidence de la République. Les détails dans un instant. C'est un crime d'État qui se poursuit dans la bande de Gaza au vu et au su de la communauté internationale. Une politique de punition collective qui alarme les organisations onusiennes. Et pendant que Gaza pleure ses victimes, une partie du monde se mobilise pour dénoncer ce génocide contre les Palestiniens. Des milliers de personnes ont battu le pavé dans plusieurs capitales du monde pour appeler à cesser cette agression barbare. Enfin, comment accompagner les personnes atteintes de cancer de sein vers le chemin de la guérison? Une association a choisi une activité pleine de symbolique, accompagner ces personnes atteintes au sommet de Sharia dans le chemin de la guérison. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé aujourd'hui à l'installation des conseillers auprès du président de la République. Boualem Boualem, comme conseiller chargé des affaires juridiques, des affaires judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations. Boumediene Ben Atou, chargé des affaires de la sécurité et de la défense. Mohamed Shafiq Mosbah, chargé des affaires politiques, des relations avec les jeunes, la société civile et les partis politiques. Mohamed Boukhari, chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des autorisations internationales. Amin Mazouzi, chargé de l'énergie, des mines et de l'environnement. Kamel Rzig, chargé du commerce, l'approvisionnement, le contrôle, l'impôt et l'export. Mohamed Sghir Saadawi, chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la culture, des affaires religieuses et des zaouïas. Hamid Lounaoussi, chargé des ONG et des droits de l'homme. Kamel Sidi Saïd, chargé de la direction générale de la communication. Je le disais en titre, ces images d'horreur maintenant, des images d'horreur absolues qui symbolisent la souffrance du peuple palestinien dans l'indifférence des puissants de ce monde. L'armée d'occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza après avoir privé les Gazaouis d'eau et d'électricité. L'occupant sioniste poursuit une agression sans limite et sans pitié. Les derniers détails du correspondant de la télévision publique Wissem Abou Zaid, commentaire signé Amel Bouharba. La bande de Gaza continue de faire face à un déluge de feu sioniste au 6e jour de l'agression de l'armée d'occupation. Le nombre de martyrs a dépassé les 1448 personnes et pas moins de 6886 blessés. Un bilan provisoire appelé à augmenter, alors qu'en Cisjordanie, on déplore une trentaine de martyrs et pas moins de 150 blessés. Les victimes des carnages sionistes sont en majorité des enfants et des femmes. L'armée d'occupation s'apprêterait à lancer une opération terrestre dans la bande de Gaza. Des groupes d'extrême droite sionistes sont également en train d'envoyer des messages incitant à un véritable nettoyage ethnique des Palestiniens. Dans sa folie meurtrière, l'occupant sioniste utilise toutes les formes abominables de génocide, dont des bombes au phosphore, un type d'arme interdit par la Convention internationale de Genève. Assiégée, bombardée, Gaza n'est désormais qu'un champ de ruines avec une population livrée à elle-même, privée d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments, sous le regard de la communauté internationale. Ces nouveaux massacres interviennent au moment où les Nations Unies ont appelé à l'ouverture d'un couloir humanitaire pour acheminer l'aide médicale et alimentaire ainsi que le carburant nécessaire au fonctionnement de la centrale électrique dans la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a demandé en vain l'ouverture d'un couloir humanitaire vers l'enclave palestinienne pour atténuer un tant soit peu la pénurie des médicaments. Une situation qui a poussé, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 338 000 personnes à fuir leur domicile dans l'enclave palestinienne. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a demandé pour sa part une aide d'urgence de 104 millions de dollars pour financer les efforts humanitaires immédiats.
Et justement, la propagande de certaines chaînes d'information continue n'a pas pu altérer le bon sens de centaines de milliers de défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. En effet, depuis plusieurs jours, ils battent le pavé à travers le monde, de New York à Sydney en passant par Rome, horrifiés par les images insoutenables qui proviennent de la bande de Gaza. Ils manifestent et appellent l'entité sioniste à cesser son agression. En France, les manifestants n'ont pas été autorisés à défiler. Interdiction à Paris, Lille, Lyon ou encore Marseille. Commentaire signé Amel Bouakba. En dépit du matraquage médiatique occidental et le déni flagrant du génocide sioniste, des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien meurtri ont eu lieu dans plusieurs villes à travers le monde. Des marches et des rassemblements grandioses se sont déroulés aux États-Unis, en Irlande, en Suède, à Bruxelles ou encore au Canada. Ce jeudi, les manifestations condamnant et dénonçant les crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza se sont poursuivies aux États-Unis. Des milliers de personnes à Chicago, en Californie, à New York et au Michigan se sont joints à ces manifestations en réponse à l'appel des institutions palestiniennes et des droits de l'homme. Les manifestants ont exhorté les décideurs à faire preuve de discernement, appelant aussi à mettre fin aux crimes de l'occupation qui ciblent des maisons palestiniennes, des lieux de culte, des hôpitaux et des centres médicaux. Ils ont également demandé aux décideurs américains d'agir pour mettre fin au siège de l'enclave palestinienne interdit par le droit international humanitaire. Les manifestants ont dénoncé l'attitude de la communauté internationale, l'appelant à assumer ses responsabilités à l'égard de la question palestinienne. La justesse de la cause palestinienne et du droit du peuple palestinien à se défendre, des slogans scandés aussi par les manifestants à Bruxelles pour dénoncer l'agression continue des forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Initié par des membres de la communauté palestinienne et 19 organisations belges, le rassemblement s'est tenu devant le siège du ministère des Affaires étrangères. Des manifestations organisées dans plusieurs capitales mondiales en solidarité avec le peuple palestinien, à l'exception de la France. En effet, au pays qui se prétend être le berceau des droits de l'homme, plusieurs manifestations de soutien ont été interdites, notamment à Paris, Lille, Lyon et Marseille. Des manifestants qui ont bravé l'interdit ont même été réprimés. Et direction Constantine maintenant, plus précisément le stade Shahid Hamlaoui. Ismaël Bakadia, vous êtes en direct avec nous pour faire le point sur le match amical qui va opposer dans moins d'une heure le 11 national à son homologue du Cap-Vert. Ismaël, ce match se tient dans un moment particulier dominé par cette agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Une solidarité des supporters se manifeste clairement au niveau des gradins. Exactement, Kamal, puisque c'est vrai que ici à Constantine, ni les supporters ni les joueurs n'ont pas été indifférents, puisqu'ils se sont tous montré leur solidarité. Alors depuis le début, depuis que les portes du stade ont été ouvertes, eh bien, les supporters ont ramené des drapeaux pour montrer leur soutien à la Palestine. Et en plus, alors quand les joueurs de l'équipe nationale ont foulé le tunnel, quand ils sont sortis du tunnel du stade Shahid Hamlaoui, eh bien ils ont tous arboré des écharpes en solidarité, bien sûr, avec le peuple palestinien, montrant ainsi tout leur soutien au peuple qui souffre depuis déjà quelques moments. Alors c'est vrai que ce match sort un peu de son contexte sportif, mais tout en restant, bien sûr, et le match va se dérouler dans quelques instants, mais les joueurs, tout comme toutes les supporters, comme toute la nation algérienne, a voulu montrer qu'elle est très attentive, qu'elle est solidaire et qu'elle restera toujours aux côtés des frères palestiniens. Alors sur un plan sportif, le match va commencer un peu dans moins d'une heure et les joueurs ont foulé tout à l'heure, les joueurs des deux équipes ont foulé l'aire de jeu en signe de reconnaissance du terrain. Alors je peux vous donner déjà la composition du 11 rentrant pour l'équipe nationale qui va connaître quelques nouveautés puisque Amin Gouiri sera titulaire aux côtés de Mahrez, le capitaine, et de Amoura en ligne d'attaque. En défense,
il y aura un quatuor qui est pratiquement prend une habitude de jouer ensemble. Il s'agit de Mondi, Ben Seb'ini, Touba et Attal. Au milieu de terrain, eh bien, il y aura Zarrouki, Ferouli et aussi Awar. Donc c'est un 11 particulier, bien sûr, même si eh bien, toute l'équipe se projette déjà sur ce choc contre l'Égypte. Mais il faudra d'abord passer par le Cap-Vert qui, lui, n'est pas n'importe quel client. Alors, coup d'envoi dans un peu moins de 40 minutes. Merci beaucoup Smaïl Belkhaïdia pour toutes ces précisions. On retiendra l'information sportive bien sûr, mais on retiendra aussi cette image, cette belle image de notre équipe nationale arborant cette écharpe sur laquelle est écrit Palestine-Algérie. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont repris aujourd'hui une séance plénière consacrée au débat sur la déclaration de politique générale du gouvernement présentée mardi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Lors de la présentation, le Premier ministre avait indiqué que le gouvernement se concentre sur la concrétisation des engagements pris au titre de son plan d'action en vue de la mise en œuvre du programme du président de la République Abdelmajid Tebboune qui vise essentiellement renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance permettant l'émergence d'un nouveau modèle économique tout en renforçant le développement humain et le caractère social de l'État. Et le secteur agricole devient une source importante dans notre économie, un secteur qui devrait permettre d'augmenter nos revenus vers l'export, véritable moteur de richesse et créateur d'emplois. L'exemple ce soir à Annaba où les agriculteurs se lancent dans l'arboriculture et à la Rouate où les récoltes, vous allez le voir, sont abondantes. Commentaire signé Amel Essiritir. Annaba, une wilaya réputée pour la forte production de la tomate industrielle. Ici, dans la commune d'El Bouni, les agriculteurs ont décidé de se lancer dans la culture des arbres fruitiers, une nouvelle expérience qui a déjà porté ses fruits. Dans cette exploitation agricole de 70 hectares, la disponibilité de l'eau, la fertilité du sol, ainsi que les techniques utilisées ont permis à Bouzid de réaliser des résultats satisfaisants, tant en quantité qu'en qualité. J'ai acheté tous les contrats de performance. J'ai donc planté toutes sortes d'arbres fruitiers, des vignes, des grenadiers. La terre ici est fertile. On ne peut cultiver que des agrumes dans ces terres. Cela encourage les agriculteurs à travailler et à appliquer les techniques adéquates pour avoir un bon rendement et une bonne qualité de fruits. Autre culture stratégique, celle des céréales à l'Rouate. Une activité agricole qui connaît un développement considérable depuis quelque temps, notamment dans la production des grandes récoltes. Une expérience unique pour les agriculteurs qui font de plus en plus montre d'un intérêt croissant pour ce secteur, malgré les difficultés qui entravent leur chemin. C'est une région agro-pastorale. Plusieurs flahs l'ont choisi pour se lancer dans l'élevage et la culture des céréales. En témoigne de son importance le nombre d'éleveurs qu'elle compte. Cela fait 51 ans que je travaille cette terre. Je peux vous dire que cette terre est fertile. Seulement voilà, on fait face à quelques manques, comme l'électricité et les chemins agricoles. Le secteur de l'agriculture constitue l'essentiel du programme de développement dans ces wilayas aux énormes potentialités en agriculture et en élevage. De créneaux créateurs de richesses et d'emplois. Dans l'actualité de ce jeudi, Air Algérie a inauguré son premier vol direct Alger-Douala en vue de développer la coopération bilatérale et d'ouvrir l'Algérie davantage vers le continent africain. L'ouverture de cette ligne programmée à raison de 3 vols par hebdomadaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République qui vise à ouvrir l'Algérie sur le reste des pays africains et étendre le réseau d'Air Algérie. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Nous avons assisté aujourd'hui à l'inauguration du vol Alger-Douala au Cameroun. C'est la 9e ligne ouverte par Air Algérie en Afrique et la 49e pour le reste du monde. L'ouverture de cette ligne s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'Algérie davantage sur les pays africains et à étendre le réseau d'Air Algérie et de faire de l'aéroport d'Alger un hub aéroportuaire.
et une porte d'entrée vers l'Afrique et le monde. Cette information maintenant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé ce matin le lancement officiel de la plateforme numérique Minhati qui permet aux étudiants de déposer à distance le dossier de la bourse universitaire, une plateforme numérique qui s'ajoute à d'autres déjà mises en place par son ministère, et ce dans le cadre des efforts du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui vise à parvenir à zéro papier. Je vous propose d'écouter la déclaration de Kamel Badari. Nous annonçons le lancement officiel de la plateforme Minhati élaborée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle permettra à l'étudiant d'envoyer ses doléances ainsi que les différents documents nécessaires lui permettant de faire une demande en ligne pour bénéficier de la bourse d'études universitaires. Cette procédure permettra également de numériser les procédures administratives au niveau des différentes directions des œuvres universitaires. إدارات التسيير المنح على مستوى الديوان وعلى مستوى مديريات الخدمات الجامعية. Cette convention maintenant qui a été signée ce matin à Alger pour le lancement des travaux de réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand d'une capacité de 300 lits dont l'entrée en service est prévue en 2025. Cette convention a été signée du côté algérien par le directeur de la santé et de la population de la wilaya d'Alger et du côté qatari par le président du holding Estithmar en présence du ministre de la Santé Abdelhak Seyhi et des cadres du ministère. Je vous propose d'écouter cette déclaration. D'une capacité de 300 lits, cet hôpital qui sera opérationnel vers la fin de l'année 2025 est doté de moyens modernes. Il englobe 30 unités de soins intensifs, 15 blocs opérationnels et 40 cliniques externes en sus de 20 zones dédiées aux urgences, réunissant des compétences médicales de haut niveau et les technologies de pointe en matière de diagnostic et de traitement en un seul endroit. Toujours dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu aujourd'hui le PDG de la compagnie italienne Eni, Claudio Descalzi, avec lequel il a passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat liant le groupe Sonatrach à Eni, ainsi que les perspectives de leur renforcement. Les entretiens ont aussi porté sur les projets en cours entre les deux compagnies dans le domaine des hydrocarbures, de l'hydrogène, des énergies renouvelables et des énergies nouvelles, ainsi que sur les opportunités d'investissement et pour l'augmentation de la production et des exportations. Dans l'actualité internationale, la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politique spéciale et de la décolonisation a adopté un projet de résolution relatif au Sahara occidental en vue de parvenir à une solution politique qui permettrait au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. On termine ce journal avec cette ascension dans les hauteurs de Chérira, une randonnée pour accompagner les personnes atteintes de cancer de sein, une manière de les encourager à ne jamais abandonner le protocole de guérison et leur rappeler qu'elles sont accompagnées vers le chemin de la guérison. Reportage signé Fariel Hamdi. La randonnée dure 2 heures. Il faut grimper, escalader sans jamais céder à la fatigue. Et une fois au sommet, c'est forcément une grande fierté que ces femmes ressentent. Une ascension pleine de courage et d'espoir. On fait cette randonnée en solidarité avec nos malades. Donc le cancer du sein, il touche la majorité, c'est le cancer le plus répandu en Algérie pour les femmes. Notre but, c'est de casser le mur de cette idée que le cancer, c'est un tabou. On veut arrêter ça d'un côté parce que plus qu'on sait sur le cancer, plus qu'on peut le prévenir et ne pas atteindre des états critiques comme l'ablation et tout. C'est dans cette dynamique et comme à son accoutumée que l'association Al-Badr d'aide aux cancéreux de Blida a organisé une randonnée pédestre à Chérira dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de femmes au dépistage précoce de cette maladie. La randonnée, elle symbolise le parcours du malade.
Donc effectivement, il y a quelques malades avec nous, mais on ne les torture pas parce qu'elle fait 7 km. Donc on leur laisse le choix, ou ils marchent avec nous, ou ils sont dans un bus. Mais l'essentiel, c'est qu'ils se sentent accompagnés. Et il y a des centaines de bénévoles qui viennent avec nous, qui accompagnent ces malades, qui discutent avec eux et qui sont eux-mêmes et elles-mêmes surtout, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, filles aussi, qui sont sensibilisés sur le diagnostic précoce du cancer du sein. C'est extrêmement important, ce message peine à passer. Madame Bacha, atteinte du cancer du sein, a participé à cette randonnée afin de partager des moments d'échange et de dépassement de soi. Elle nous en parle de cette maladie et de son combat depuis 2012. Elle a été dépissagère, finalement, il y a 12 ans de ça, où ça boulait avec nos dieux. Et c'est le parcours du combattant, parce qu'il y a 12 ans, il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a en ce moment. Oui, c'était le plus pénible, c'était la chimio. J'étais très courageuse. Je me suis dit, c'est pas là. Donc j'étais très très courageuse. J'ai fait le parcours du combattant. Comme tous les ans, Octobre Rose est une occasion de mettre en avant la lutte contre le cancer du sein à travers des événements destinés en majorité aux femmes et qui met en avant la pratique du sport pour permettre la guérison. Dernière information de ce journal est ce tirage au sort de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se dérouler dans moins d'une heure à Abidjan. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette cérémonie à partir de 20h sur la chaîne 6 de la télévision publique. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et belle soirée.